Regardez cette carte du ciel. À votre gauche, c'est la Chine. Au milieu, ce trou noir sans aucune lumière, c'est la Corée du Nord. Et plus bas, cette énorme tache blanche, c'est la Corée du Sud. Après la guerre de Corée qui a opposé de 1950 à 1953 le Nord, communiste, au Sud, pro-américain, la Corée du Sud était considérée comme le troisième pays le plus pauvre de la planète, juste avant le Soudan. En 50 ans, elle est devenue une des nations les plus prospères. Comment ce miracle a-t-il eu lieu, alors que le pays est toujours en guerre avec son frère du Nord, qui ploie depuis bientôt 70 ans sous le joug du régime communiste? Venant de Beyrouth, une ville divisée pendant 15 ans entre chrétiens et musulmans, le miracle coréen m'a toujours intrigué et fasciné. Nous irons en 5 étapes à la découverte de grands sites industriels, de magnifiques îles, de cités médiévales, de temples bouddhistes et de la capitale, Séoul. Je vous emmène à la rencontre des fabricants du miracle coréen. Artistes, écrivains, industriels, paysans et religieux. Ceux qui ont fait de ce pays, 7 fois plus petit que la France, cette exception dans notre monde tumultueux. Andong est une région située au cœur de la Corée du Sud. Ses habitants ont préservé leurs traditions les plus anciennes. Sok Jae-song est un romancier connu et aimé en Corée. Contrairement à beaucoup de ses pairs, il est né et a grandi à la campagne. La vie rurale a inspiré toute son œuvre. Originaire de la région de Andong, il nous emmène découvrir le pays de son enfance. Hao est une ville médiévale, fondée il y a plus de 800 ans. Elle est sans doute une des très rares à avoir échappé aux destructions dues à la colonisation japonaise, puis à la guerre de Corée. Elle est le symbole d'une Corée imaginaire, à jamais disparue dans les faits et qui se perpétue dans la mémoire des Coréens. Cet arbre aurait plus de 600 ans. Je ressens à son contact quelque chose de divin. Les grands arbres sont comme ça. Ils ont un aspect mystérieux, écrasant. Une très forte énergie se dégage d'eux. Beaucoup de gens viennent prier ici, très sincèrement. Je pense que le côté divin de l'arbre est révélé par les hommes eux-mêmes. Cet arbre est une divinité. C'est une sorte de totem qu'on appelle samshin. À l'origine, un samshin représentait la grand-mère qui offre la fécondité aux femmes. Étymologiquement, le mot sam désigne le règne végétal. L'arbre, en même temps qu'il symbolise la grand-mère, protège le village et exauce les vœux de ses habitants. En fait, cette divinité est très proche des gens, de leur vie quotidienne. Il y a les arbres, mais aussi des totems érigés dans chaque village. Cette tradition est inspirée du chamanisme coréen.
La caractéristique de cet arbre, c'est qu'il intègre la notion de maison. Je n'ai jamais vu d'arbre pareil, qui soit à la fois protecteur et la demeure de la divinité. C'est vraiment la première fois que je vois un arbre si spécial. Devant cet arbre sacré, j'ai fait un vœu. Et pour que Dieu puisse l'exaucer, j'ai fait une offrande. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais c'est pour la bonne cause, pour notre documentaire, pour qu'il ait du succès. Les Coréens sont attachés à leur passé, d'autant qu'il a été en grande partie détruit. Ils aiment aussi goûter au plaisir d'arts immémoriaux comme le théâtre de masques. À mi-chemin entre l'opéra bouffe et la commedia dell'arte, le théâtre de masques de Hao, fondé il y a plus de 800 ans, perpétue une tradition scénique grâce aux talents de trésors nationaux vivants, ces comédiens qui ont su réinventer cet art coréen. Le jeu de masques se perpétue depuis 800 ans ici, au village de Hao. Mon rôle est celui d'un moine déchu et dépravé à l'époque du royaume de Koryo. À cette époque, le bouddhisme était la religion nationale. Cette pièce est une satire qui moque l'hypocrisie des dévots et la dépravation des moines. En un mot, ce moine voit une femme et ne peut résister au désir sexuel. Cette satire sur un moine déchu est toujours actuelle. La famille Lee vit à Séoul. Elle vient découvrir Hao, ce joyau de l'architecture coréenne.
Les parents et les enfants vont profiter de ce séjour pour se détendre. On va faire comme précédemment et on va coller le papier en laissant un bord d'1 centimètre. Si vous voulez faire des éventails, prenez une paire de ciseaux et découpez le papier en forme de fleur. Mais pas la peine d'être trop précis, vu le fond blanc. Le papillon? Oui. Tiens le plus bas. Vous avez fini? Vas-y, colle. Alors, l'atelier de papier, c'était bien? Personnellement, c'est ce que j'ai préféré. Moi, je voudrais partir en voyage avec la famille, mes parents, à l'étranger. Où ça? En France? Les parents ne veulent plus que leurs enfants suivent un enseignement classique. La pression sur les enfants y est trop forte. Leurs journées sont juste interminables. Moi, je voudrais devenir chef cuisinière. Les parents ont donc décidé de les inscrire dans un lycée alternatif. Moi, je voudrais juste être une femme au foyer, comme ma mère, pour l'instant. La différence entre l'école classique et l'alternative est qu'à l'école alternative, les enfants peuvent dire non aux parents et aux profs, et par conséquent mieux se définir. Cette école alternative leur permet de mieux s'épanouir. Notre système d'éducation a été conçu par la génération précédente. Il a été pensé pour favoriser la réussite par la sélection. Il ne prend pas en compte les enfants qui échouent dans ce système. Il ne reflète jamais ni l'opinion ni les besoins des enfants. Pour moi, c'est une éducation morte. Quand on vit dans un pays capitaliste comme le nôtre, on a évidemment nos parents, nos frères et nos sœurs. On n'est jamais seul. Mais d'après moi, c'est le mari, le père, qui doit subvenir aux besoins de la famille. Oui, ce que j'ai préféré, c'était les masques au village de Hao. Je suis en haut de la falaise, à une hauteur de 80 mètres, je crois. Et derrière moi se trouve le village médiéval de Hao. Je trouve qu'ici, le fleuve, le village, la montagne, les champs, les maisons, les gens et la nature cohabitent en harmonie. La couleur de la peau, l'apparence physique, la couleur des cheveux, le fait d'être bon ou mauvais orateur, d'aimer la musique ou pas, toutes ces qualités peuvent nous différencier, nous distinguer les uns des autres. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas nous qui les définissons, mais nos ancêtres qui nous les transmettent. L'agriculture. Je suis né dans une ferme, et cela a été très déterminant dans ma vie. Je suis dans la littérature. J'écris des romans. Mais la manière dont j'écris est très liée avec mes origines rurales, au fait que je sois né dans une ferme.
Mon roman ne se construit et ne se planifie pas comme un produit industriel, mais comme s'il était doué d'une vie propre, comme si je l'élevais jusqu'à ce qu'il mûrisse et que je le récolte. C'est ainsi que j'écris chaque phrase de mes romans. Le principal défaut des Coréens, ils sont trop impatients. Leur vrai problème, c'est leur impatience. Ils veulent décider de tout très vite, et par conséquent, ce qu'ils entreprennent a un côté superficiel. Le processus n'est pas rigoureux, et le résultat laisse souvent à désirer. Notre peuple est si pressé et ambitieux qu'il ne se satisfait que si l'on obtient le prix Nobel, si l'on est premier dans un concours ou si l'on gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Je surveille les incendies de forêt. J'alerte dès qu'il y a danger. Car en province, avec les rizières et les champs, le feu peut gagner très vite la montagne. Je suis retraité. Plutôt que de ne rien faire, je suis content de pouvoir me rendre utile. Faire ce travail me donne du plaisir. Voilà. Sokze Song découvre avec nous la demeure ducale de la famille Yo qui a fondé la ville de Hao au Moyen-Âge. Nous sommes reçus par le duc et la duchesse. Moi, 1972년에 avant, je vivais à Séoul. 여기 서울에 있다가 이리 왔어요. 1971년에 En 1971, mon père, qui vivait ici, est décédé. Et pour garder la maison, j'ai quitté la capitale et me suis installé ici. Ça fait 42 ans. Cette maison a été construite vers 1650. Le premier bâtiment était en forme de carré. Puis la génération suivante a agrandi le quartier du maître. Cette demeure a été construite par 2 générations de mes ancêtres. Notre généalogie est authentique. Elle remonte à plusieurs siècles en arrière. Nous avons plusieurs quartiers de noblesse. De tout temps, nos ancêtres ont appartenu à la même lignée de la famille Yo. Mes aïeux ont fondé ce village, mais on n'arrive pas à remonter au-delà de 900 ans. Notre famille a dirigé cette région depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Vous ne rencontrez pas de difficultés au quotidien en vivant dans une maison aussi ancienne? Les jours où il fait très chaud, comme aujourd'hui, on ne peut pas marcher pieds nus. Naturellement, en été, il fait chaud, et en hiver, avec le vent de l'ouest, il fait froid. Oui, ce sont des inconvénients, mais par exemple, à cette heure-ci, le vent circule.
Donc c'est très frais. Votre habit est léger? Bien sûr. En été, je ne porte que l'habit traditionnel. C'est vous qui le lavez? Il faut le laver, l'amidonner, le repasser, mettre un col. Tout ça, c'est mon travail. Dès que je suis chez moi, je ne mets que l'habit. Donc ma femme souffre pour entretenir ma garde-robe. L'entretien de l'habit n'est pas facile. Ça paraît si léger. En été, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais en mettre un aussi plus tard, mais je ne sais pas si ma femme sera d'accord. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, est venue ici le 24 avril 1999. Il a une bonne mémoire. Il se rappelle de tout. Quelle était la ville d'origine de votre femme? Gyeongju. C'est la fille de la grande famille Choi de Gyeongju. À Kyodong? À Kyodong, précisément. C'était un mariage d'amour? Non, à l'époque, on ne se voyait même pas avant la cérémonie. C'était donc un mariage arrangé? Je n'ai jamais vu sa photo. Tout était arrangé, sans photo. Vous avez épousé madame sans voir de photo, mais elle est très belle. Cette grande famille Choi de Gyeongju, avant même d'être très riche, avait pour devise « Noblesse oblige ». Cela voulait dire ne pas acheter un terrain lors d'une année de mauvaise récolte, ni permettre que des gens meurent de faim autour de soi. Tous les pauvres de la région étaient secourus par la famille. Ce n'est pas fini, votre film? Vous avez une mémoire incroyable. Et puis vous parlez vraiment très bien. Vous entendez bien aussi. Quoi? Il dit que tu parles bien, que tu as une bonne mémoire. Non. J'approche des 90 ans, donc j'ai mal partout. Au dos, et là, en restant assis, je suis essoufflé. Donc je ne pense pas que je vivrai longtemps. Servez-vous. Merci. Maintenant, on peut y aller? Votre tournage est terminé, n'est-ce pas? Le village de Hao symbolise l'esprit d'une époque où tout était condensé et harmonieux. Ce village reflète de manière très forte le lien à la tradition confucéenne dont les Coréens sont imprégnés. En fait, le confucianisme est une pensée qui vient de l'étranger, de Chine plus précisément. Mais les Coréens ont fini par adopter et assimiler cette pensée. Nous quittons Hao pour l'école fondée par la famille You. C'est ici qu'ont été formés les pages, les grands administrateurs et les sages de la région, selon la tradition confucéenne. Nous sommes ici à Byungsan-seowon. C'est un sanctuaire dédié au grand homme politique et spécialiste du confucianisme du milieu de l'époque Chosun, Seo Yo Seung-ryong. C'était également une école où il a formé ses disciples. Je vous ai emmené ici parce que cet endroit est au milieu d'une belle nature et que son architecture est exceptionnelle.
mais également et surtout parce que ce lieu a été la source d'inspiration de mon roman « À qui mieux mieux », qui a été un best-seller. Trouver un endroit pareil en Corée n'est pas si difficile. Mais un sanctuaire d'une pareille beauté, c'est une autre paire de manches. Les habitants de cette région, qui vivent entourés de cette nature si belle, ont pourtant chacun en eux des histoires dramatiques. Ils ont vécu tant de difficultés, si vous saviez. Ils ont partagé tant de joie et de peine. C'est ce genre de roman réaliste, fantastique et drôle que j'aime écrire. Lors d'un culte dans un temple confucéen, on allume une bougie pour éclairer les ténèbres et on brûle de l'encens pour purifier l'air. Ce sont des actes qui sollicitent les esprits qui demeurent ici. Les vivants montrent leur respect à ces esprits en allumant une bougie. Et en brûlant de l'encens, ils cherchent à les apaiser. Quand j'étais petit, on appelait ce lieu tout simplement Seowon, soit sanctuaire, comme si c'était un nom propre. Il y avait un grand bâtiment en tuiles, de grosses colonnes et une vaste entrée. Donc pour nous, enfants, ce lieu était magique. Il avait une aura particulière. Il était imposant et mystérieux. Pour moi, il évoque mon enfance heureuse. Sokse Song nous fait découvrir le temple bouddhiste où, enfant, ses parents aimaient à se promener. Ce temple est le plus grand temple bouddhiste de ma région natale. Il est riche de vestiges représentatifs de l'héritage bouddhiste. Il y a aussi la forêt, les arbres et l'ombre. Souvent, les gens de la région viennent se reposer ici, quand ils ne peuvent pas se permettre d'aller trop loin à cause de leur travail dans les champs. La Corée est réputée pour son papier, appelé hanji. Résistant, il sert comme papier peint et remplace les vitres sur les fenêtres. Il a également fait le bonheur de tous les calligraphes du pays. Nous visitons une des rares usines de hanji qui continue de fabriquer ce papier selon la méthode traditionnelle. Il y a beaucoup d'arbres en Corée. Le papier traditionnel coréen est fabriqué à partir de l'écorce de mûrier que vous voyez ici. On fabrique le papier à partir de l'écorce. Comme on travaille en hiver, il fait froid. C'est difficile et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Rien que la transformation de l'arbre jusqu'à l'état de cette écorce prend beaucoup de temps.
Pour le hanji normal, on utilise cette écorce après l'avoir cuite, alors que l'écorce blanche est réservée au papier d'exception. Donc ici, vous avez une qualité supérieure et là, une qualité moyenne, je dirais. Vous voyez le cadre et des fibres qui sont collés dessus. La caractéristique de ce papier est qu'il sert de papier peint, essentiellement dans les salons de thé et dans les tavernes traditionnelles. Ce fil au milieu, qui sort d'ici quand on tire dessus. Les feuilles se séparent, vous voyez? Vous le verrez dans un instant. Une fois l'opération terminée, il y a 500 à 600 feuilles qui sont produites. Et on atteint cette hauteur-là. L'eau représente 80% du papier. Donc on le dégorge, comme quand on essore le linge dans la machine à laver, et qu'on le sèche. Il en va de même pour le papier. Je viens de mettre une bûche, c'est là où sèche le papier essoré. Le grand fourneau que vous voyez ici, il faut le considérer comme un fer à repasser, pour faire simple. Il y a 500 ou 1000 ans, je pense qu'une feuille de papier était vraiment très précieuse. Ainsi, on fabrique une par une les feuilles et on les sèche une par une comme cela. De la cuisson de l'écorce jusqu'au séchage, le processus prend environ 10 à 15 jours. Quand on dit bigji, ne pensez pas à une simple feuille de papier, mais dites-vous que des centaines de mains ont travaillé pour la produire. C'est pourquoi ce papier, le hanji, est écologique, résistant et se conserve si longtemps. D'ici à là, il y a environ 100 couleurs. En général, ça sert à faire des objets artisanaux, des papiers d'emballage et du papier peint pour la décoration. Ici, vous voyez des papiers avec des caractères imprimés. Celui-là représente l'histoire de Andong. Il a été écrit il y a 450 ans par une femme qui venait de perdre son mari. Ceci est le Chunjamun, qu'on utilise pour apprendre les caractères chinois. Tout comme dans les pays occidentaux, on apprend le latin, en Asie, on apprend les caractères chinois. Il y a 1000 caractères chinois. Ce papier peint qu'on colle sur les murs nous sert donc à apprendre les caractères chinois. Ce papier ressemble à une œuvre d'art, non? C'est un papier blanc qui a été froissé et plié ici. On le teint de diverses couleurs avant de le déplier et le sécher. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-père, toute la lignée est inscrite sur ce papier, afin que la mémoire des ancêtres soit transmise de génération en génération. Le hanji a joué un rôle capital dans l'élaboration de notre culture morale. Le hanji est beaucoup utilisé quand on veut archiver quelque chose. On le fabrique alors comme un livre traditionnel. Quand on l'ouvre, il a une couleur crème, une couleur blanche. C'est en général celle des grands formats. Celui-là correspond à la qualité supérieure. Il est fabriqué à partir d'écorce blanche, comme je le disais tout à l'heure. Mais celui-là est de qualité inférieure. Il contient de l'écorce noire que nous avons blanchie.
Durant 5000 ans d'histoire, nos ancêtres étaient faibles. C'est pourquoi ils invoquaient les esprits pour les guérir. Aujourd'hui, il y a la médecine moderne. Je pense que les totems ont protégé notre terre. Ils sont un concentré de notre culture, de notre joie et de notre tristesse. Après la guerre de Corée, notre pays était en ruine. Aujourd'hui, notre nation est prospère. Le développement a été très rapide, faisant disparaître des pans entiers de notre tradition. Et c'est dommage. Notre génération se doit de transmettre notre culture ancestrale aux jeunes. C'est ma responsabilité. Sogze Song nous emmène sur les lieux de son enfance. Nous commençons par cet étang, à mi-chemin entre sa maison et son école. C'est ici que son imaginaire d'écrivain a commencé à s'épanouir. Nous sommes ici devant un réservoir artificiel construit par l'homme il y a environ 1500 ans. On l'appelle Kongalmot. Quand j'étais petit, en hiver, je faisais de la luge ou du patin à glace sur le réservoir. Et en été, je m'y baignais. Ce réservoir est un peu l'espace de jeu de mon enfance. Le fond du réservoir avait un côté mystérieux. En hiver, le bruit sourd que faisait la glace en se brisant nous fascinait. Puis, en grandissant, on a vu des gens se suicider dans le réservoir. Des plongeurs allaient les récupérer au fond. Je peux dire que ce réservoir est un lieu où se sont concentrées à l'extrême toutes les émotions de l'humanité. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes grands-mères, mon arrière-grand-mère, toutes ces personnes sont enterrées ici. Je ne crois pas aux dieux ancêtres ou en Dieu. Mais quand je viens au cimetière de mes ancêtres, surtout sur la tombe de mon père, à chaque fois j'ai l'impression qu'il est vivant, comme si je pouvais discuter un peu avec lui. Après son décès, je n'étais même pas triste. Ce n'est que 10 jours plus tard que j'ai été envahi par une profonde mélancolie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Physiquement, je n'étais pas bien. Je perdais mes cheveux. J'ai compris alors combien j'aimais mon père. C'est pourquoi je viens ici plusieurs fois par an pour honorer sa mémoire. Nous offrons aux morts de bons mets et du bon alcool, comme s'ils étaient encore en vie, comme si rien qu'en respirant l'odeur de la nourriture, ils l'avaient mangée.
Selon la tradition, un repas spécial est offert à la suite d'un enterrement. Pour apaiser les esprits, les cuisiniers ne poivrent ni ne pimentent les mets. Des restaurants se sont spécialisés dans cette cuisine. Autrefois, les Coréens s'y rendaient pour de tristes occasions. Mais aujourd'hui, ils s'y retrouvent aussi pour des moments heureux. Ce repas est un ujjae-sabab. La coutume veut qu'après un enterrement, on partage un repas spécial, non épicé, en mémoire du défunt. Mais un ujjae-sabab, c'est quand on déguste cette cuisine si délicieuse, alors que personne n'est en deuil. Sogze Song nous fait découvrir la grande école de Dosan, fondée par Yi Huang. Ce sage a contribué à faire avancer la science et la pensée confucéenne. Il a joué un rôle politique éminent dans le royaume de Corée. Sa réputation dépasse largement les frontières de son pays. Il est respecté et vénéré aussi bien en Chine qu'au Japon. Yi Huang a fondé cette académie. Il est si important qu'il a son effigie sur le billet de 1000 won. Sur le verso, on voit le paysage tel qu'il était au XVIe siècle. Il a changé depuis. Quand j'étais petit, mon grand-père, ma grand-mère, les adultes du village et les professeurs à l'école me parlaient toujours des coutumes liées au confucianisme. Par exemple, ne pas faire trop de bruit en mangeant, ne pas parler la bouche pleine, répondre dès qu'un adulte nous appelle, rester loyal envers sa patrie, respecter ses parents et aimer ses frères et sœurs. Ils nous ont enseigné toutes ces choses, somme toute faciles à appliquer au quotidien. Maintenant, je suis assis ici. Je me souviens des innombrables leçons entendues dans mon enfance. Tout ce que mes parents, mes grands-parents, les adultes me disaient pour mon bien. Ce recueil, le Walinqingbang, est une méthode de taekwondo que Yi Huang pratiquait pour garder la forme. Par exemple, en expirant Chi, l'énergie des reins s'accroît, et en inspirant Oa, elle diminue. Un jour viendra où beaucoup de gens auront des difficultés pour trouver à manger, se vêtir, respirer même. Mais personne ne s'en inquiète. Cela me préoccupe. Nos petits problèmes actuels vont peut-être se muer en une énorme catastrophe, comme l'explosion d'une supernova, l'effet papillon, si l'on veut.
En tant que musicienne, je suis concernée par la division de la Corée. D'autant que le gomongo, mon instrument, a été créé dans la partie nord du pays. Au conservatoire, on étudiait l'histoire de l'instrument à partir des dessins anciens venant du nord. Au village de Haho, il y a 5 sanctuaires dédiés aux diverses divinités qui protègent notre vie. Notre village accorde beaucoup d'importance aux divinités. Le dieu Sunang y est vénéré. Cet emplacement est très important. Il se situe au centre du village et symbolise le cœur de l'univers. En janvier, on célèbre le rituel Dongjae, dédié aux ancêtres. Puis on vient ici, à Samshindang, pour rendre hommage à l'arbre de la vie. Selon le chamanisme, l'arbre de la vie est très important. Ce n'est que depuis 300 ans que des religions étrangères, comme le confucianisme et le christianisme, se sont répandues en Corée. Avant, on respectait et vénérait les arbres qui symbolisaient les divinités du village. Ces arbres ont toujours joué un rôle de conciliateur dans nos vies. Cet arbre a environ 700 ans. Avant, ici, c'était l'emplacement d'un temple bouddhiste, le Yeonsa. Si vous regardez bien, on dirait que l'arbre a la forme des parties génitales d'une femme. C'est pourquoi on l'invoque pour avoir beaucoup d'enfants. 마을에 무사 안녕 아들 딸 많이 놓고 건강하고 모두 우리 국태민안도 하고 우리 탈춤 회원들도 잘하고 세계 문화유산 하회마을이 세계 속의 하회마을이 되어가지고 관광객도 많이 오고 모두 건강하고 소원 성취 바랍니다. Grâce à Sokse Song, nous avons découvert un pan du passé coréen. Colonisation, guerre, reconstruction ont contribué à le faire disparaître du paysage. Cependant, ce passé, mythique et idéalisé, continue de vivre dans le cœur des Coréens. Mon rêve le plus cher? Eh bien, j'espère que mes voisins, ma famille, les gens que je connais, tous ceux que je qualifierais d'humanité, j'aimerais que tous ces êtres puissent être traités selon leur mérite. Cela ne deviendra possible que quand il y aura une harmonie entre l'univers et l'individu.
entre la politique, l'économie, la société et la culture. Beyrouth me revient à l'esprit. Qu'avons-nous fait de notre passé? Nous est-il encore utile? En ce sens, nous, Libanais, partageons avec les Coréens un amour-haine du passé qui nous fait le détruire et le chérir avec la même intensité et vigueur. Moi, je voudrais devenir styliste. Moi, je ne sais pas exactement. Moi non plus. 18년 정도 된 것 같아요. On est mariés depuis 18 ans. Donc en 1997. Mais non, en 1996. C'est un test de personnalité. Mon groupe sanguin est A. Et vous, Z? Si je travaille, je fais du bruit. Alors j'arrête de travailler. 새로 건 달력 속에 숨 쉬